Salut à tous, aujourd'hui on va parler de remasterisation. Pour commencer, la remasterisation, qu'est-ce que c'est ? Prenons une pellicule 35 mm et 4 perforations, comme celle-ci, projetée sur un écran classique. Donc la remasterisation, c'est le fait de reprendre un film plus ou moins récent et de le modifier pour en sortir une nouvelle version. La plupart du temps, il s'agit juste d'une correction de la qualité vidéo afin d'adapter les vieux films au format HD actuel. Mais quelquefois, c'est l'occasion d'y ajouter des scènes coupées, de corriger des erreurs, de refaire un doublage et ou d'améliorer différents effets visuels. Par exemple, le film Blade Runner de Ridley Scott a eu droit à un bon lifting de malade. On est bien loin de la qualité VHS. Mais surtout, le réalisateur en a profité pour montrer au grand public sa version finale du film, sa Director's Cut. Ici, pas de happy end et on a droit à une fin qui change totalement le sens du film. Et sachez que Blade Runner ne possède pas moins de 7 versions différentes. La version test, sortie en mars 1982, assez proche de la version Director's Cut, mais le mauvais accueil du film pousse les producteurs à faire une deuxième version en mai 82, puis une troisième version en juin 82. Puis on a la version internationale, toujours en 82, un poil plus violente. Une autre version pour la télé sort en 86, et enfin une première version Director's Cut en 92. Puis en 2007, Ridley Scott sort sa version définitive, la Final Cut, celle que vous trouverez en Blu-ray aujourd'hui. Beaucoup de séries télé ont eu droit aussi à leur remasterisation. Bah oui, maintenant que tout le monde a une télé HD 16/9, ça aurait été vraiment dommage de regarder nos séries en version 4/3 avec plus de bandes noires sur les côtés que sur le dessus. Y'a que Xavier Dolan qui a le droit de faire ça. Bah pourquoi ? Parce que Friends fait partie des séries qui ont été plutôt très bien remasterisées. La série a été tournée et pensée à l'origine en 16/9, tournée avec des caméras Panavision Panaflex. Il a suffi ensuite de renier les bords de l'image pour en faire une version 4/3 diffusée à l'époque. Donc pour la version remasterisée, rien de plus simple, on reprend les pellicules 16/9 d'origine et bingo, voilà ADN Dino. Par contre, si la série n'a pas été pensée et réalisée intégralement en 16/9, eh bien c'est pas si simple. C'est le cas de Buffy contre les vampires de Joss Whedon. La série a récemment fait gueuler pas mal de monde, y compris Joss Whedon. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ont chié dans la colle, les bougres. Comme je le disais, les épisodes ont été tournés en 16/9, mais pensés en 4/3, ce qui fait que si on reprend les pellicules d'origine, il y a de fortes chances que sur les bords de l'image soient présents des techniciens ou autres caméras qu'on ne devrait pas voir. Bah regardez, là il y a un éclairage, un autre éclairage, là une caméra, et là on voit le bout du décor. Bref, il y a plein d'autres exemples qui sont tous répertoriés sur une page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Donc lorsqu'il y a trop d'anomalies à l'écran, eh bien le seul moyen d'en tirer une version 16/9, eh bien c'est de zoomer. Ils ont osé zoomer comme des porcs sur énormément de plans, ce qui évidemment détruit littéralement la réalisation de Joss Whedon et nous offre des scènes dont on a l'impression qu'elles ont été filmées avec le fion. À ce propos, Joss Whedon a déclaré « Ajouter de l'espace sur les côtés dans le but de rendre le tout plus cinéma trahirait la mise en scène que j'essayais de créer. Je suis un puriste et ceci est la manière la plus pure de regarder Buffy. J'ai résisté depuis le début à passer Buffy en letterbox et je continuerai, parce que ce n'est pas la série que nous avons réalisée. Donc malheureusement pour vous, si vous êtes trop jeune pour avoir vu la série à la télé dans sa version 4/3, vous ne verrez jamais la série comme elle mériterait qu'on la regarde. Mais regardez-la quand même, parce que franchement, c'est mortel. » Bref, on enchaîne avec les films remasterisés qui aujourd'hui encore font beaucoup parler d'eux, et oui, je vais encore parler de Star Wars. Je suce ton cul. Le premier remaster de la saga voit le jour en 97 lors de la ressortie cinéma de l'épisode 4. Le film bénéficie d'une correction du contraste et de la luminosité et de quelques scènes supplémentaires dont celle de la rencontre entre un Jabba en 3D foireux et Han Solo. Mais surtout, George Lucas fait le choix le plus douloureux pour tous les fans de la saga, il modifie la fameuse scène du Han Shot First. Yes, I bet you have. En effet, ce n'est plus l'enfoiré de pirate de l'espace qui est Han Solo qui bute Greedo sans sommation, mais bien Greedo qui tire le premier. Yes, I bet you have. Et on peut noter l'animation d'esquive dégueulasse de Han. Là où ça se gâte, c'est lors de la sortie DVD de la première trilogie en 2004. George Lucas décide de foutre de l'animation 3D absolument partout. Et Lucas en profite aussi pour remodifier la scène du bar avec Greedo, mais trop fier pour faire marche arrière et rétablir la vérité sur Han Shot First, il raccourcit légèrement la scène, Greedo et Han tirent quasiment au même moment. C'est dégueulasse et encore aujourd'hui cette scène fait débat au sein de la communauté Star Wars. Et puisqu'on a parlé de George Lucas, on va aussi parler de son grand pote Steven Spielberg. D'ailleurs, ces deux-là ne sont pas potes pour rien, parce qu'en plus d'avoir un goût prononcé pour les remasterisations, ils s'éclatent à se faire des clins d'œil dans quasiment tous leurs films. R2D2 et C3PO dans Indiana Jones, E.T. dans Star Wars, Yoda dans E.T., c'est dégueulasse, et quand Elliot présente ses figurines à E.T., eh ben ouais, c'est des figurines Star Wars. Regardez, là c'est Greedo. Alors, E.T. est sorti en 1982 dans sa version originale, et putain, je ne parle que de films sortis en 1982 dans cette vidéo. Mais à l'occasion des 20 ans du film en 2002, Spielberg nous fait une Lucas et décide de le remettre au goût du jour. Enfin, en 2002 c'était le goût du jour. Aujourd'hui, c'est comme si je vous disais que j'avais passé ma soirée à chatter sur Caramel et à jouer au serpent sur mon Nokia 3210. Donc Spielberg décide de corriger certaines petites choses, comme remplacer les flingues des flics par des talkie-walkie, mettre enfin des guidons dans les mains de ces pauvres gosses. Non, parce que là je suis désolé, y a rien. Ils ont remplacé le mot terroriste par hippie et ont aussi rajouté une scène supplémentaire dans laquelle E.T. prend son bain. Et c'est vrai que c'est toujours plutôt cool d'avoir des scènes supplémentaires. Oh putain bordel, c'est quoi ce truc ? Ah oui, ils ont aussi fait des améliorations au niveau de la marionnette. Vous ne le voyez pas mais j'ai mimé des guillemets sur le mot amélioration.
Et ouais, en 2002, on a eu droit à une belle animation 3D de E.T. Oh là là que c'est beau. Spielberg lui-même a avoué qu'il regrettait les changements apportés sur son film. Mais contrairement à Lucas, Spielberg a fait marche arrière et, lors de la remasterisation pour la sortie Blu-ray de 2012, nous présente une nouvelle fois E.T. dans sa version originale. Et le résultat est plutôt impressionnant, l'image est impeccable et en français on peut enfin réentendre la petite Drew Barrymore dire « Un petit mongolien, et pas... petit pygmée ». Ouais, parce que nous en France, en plus du reste, on a eu droit à un nouveau doublage, et c'est super difficile de s'y habituer quand on connaît l'ancien. Et d'ailleurs, transition parfaite, je suis fier de moi pour pas grand chose, on va parler un peu de doublage, plus particulièrement ceux des films Disney, et on va commencer par le plus vieux d'entre eux, Blanche-Neige. Alors forcément, le film date de 1937, donc si on peut encore voir ce film aujourd'hui, c'est bien évidemment grâce aux remasterisations. Alors oui, l'image est mieux, mais là on va surtout parler du doublage, et plus particulièrement du doublage français. Parce qu'à chaque ressortie du film, les doubleuses voix et chants changent. Dans Blanche-Neige, donc, il y a eu 3 doublages. Celui que les gens connaissent le plus, c'est le deuxième, celui de 1962. Un jour, mon prince viendra. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez plus connaître la version de 2001. Mais sachez que si le premier doublage de 1937 avait été conservé, eh bien on chanterait tous cette fameuse chanson en roulant les R, à l'ancienne. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi les remasterisations sont nécessaires dans certains cas. Bon, dans le cas de Blanche-Neige, le nouveau doublage de 2001 est plutôt passé comme une lettre à la poste, et j'avoue que cette expression est vraiment pourrie. Mais dans le cas de La Petite Sirène, eh bien, c'était pas la même limonade. Le film sort en 1989, et au doublage on y trouve Claire Guyot dans le rôle de Ariel, qui soit dit en passant est la voix de Buffy, et Henri Salvador dans le rôle de Sébastien. Sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Mais en 98, c'est le drame pour les fans du film. Un nouveau doublage est fait, toujours avec Claire Guyot dans le rôle d'Ariel, qui soit dit en passant est la voix de Buffy, mais seulement pour les dialogues. Pour les parties chants, ils font appel à Marie Gallet. Et surtout, Henri Salvador est remplacé par Christophe Pérou. Et ça, c'est pas cool, bordel de bite. Sous l'océan, doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Et c'est d'ailleurs le doublage le plus critiqué et le moins aimé de tous les Disney. Tellement pas aimé qu'il aura fallu un acharnement des fans et de la presse pour que Disney ressorte la première version. Et c'est ce qu'ils ont fait quelques années plus tard au grand bonheur de la communauté Disney. En tout cas, si vous avez en votre possession un DVD ou un Blu-ray de La Petite Sirène et que vous ne savez pas quelle version vous avez, si l'hippocampe a la voix de Marty McFly, c'est que vous avez la première version. Horatius, Félonius, Ignatius, Crustaceus, Sébastien. Voilà. Enfin bref, c'est grâce aux remasterisations que nous pouvons actuellement encore regarder des films que nos grands-parents regardaient quand ils étaient petits en HD. C'est ça qui permet au cinéma de traverser le temps et de laisser une trace dans les mémoires de gens qui ne sont pas encore nés. J'espère bien qu'un jour lointain je regarderai The Social Network avec mon petit-fils sur une télé qui n'a pas encore été inventée, avec une résolution encore impensable aujourd'hui. On s'hydratera une pizza, on se posera sur le canapé et je lui dirai « T'as vu comment elle était bonne, Rooney Mara ?»